sur la route du Paris, avec pied au trottoir, et du haut des haïtos accrochés aux falaises, avec l'ondée qui accueille, je suis étouffée d'orage, de pluie, de mer, de solitude du Paris. Je suis nourrie de ourou, taroua, banane fei, igname manioc et patates douces, et tannée d'essences de sèves diverses, lavande, anis, genêt, bruyère, thym, romarin, chardon, basilic, arbouze et ritournelle de la garrigue. La nature arrête ma perception qui s'attarde sur les feuilles de maïré, de hamoa, sur la brise, aïné, maoué. Arrête ma perception qui voudrait dépasser les vagues, dépasser les vagues. Ça, c'est mon enfance et tout ce qui m'a constituée et m'a amenée jusqu'ici. Je suis née à Témotreuil. C'est un lieu qui est tout au bout du monde où il n'y a pas de route. Pour y aller, il faut prendre la pirogue. Lorsque je viens de faire mes études en France, nous nous déplacions en pirogue. Ensuite, avec le développement économique suite à l'installation des essais nucléaires, les gens se sont enrichis et ont pu acheter des bateaux. J'ai vécu en pleine nature sauvage. D'ailleurs, on disait que c'était le bout sauvage de l'île. Entre des falaises, la haute mer et puis bien sûr les terres à cultiver ou l'océan ou pêcher, ce dont nous vivions. Donc, comme je vous disais, nous habitions en un lieu isolé. Il y avait l'école, il fallait aller au village, donc en pirogue, ce qui n'était pas possible. Donc mes frères et sœurs aînés ont été placés chez ma grand-mère, tant qu'elle était vivante, à 40 km de là. Et ma jeune sœur et moi chez une sœur de mon père, donc une tante paternelle, qui nous a accueillis pour que nous puissions aller à l'école. Donc ce qui veut dire que chez nous, enfin dans notre famille, beaucoup d'enfants sont allés assez tard à l'école. Un de mes frères aînés est allé à l'école uniquement à 10 ans. Moi je l'ai fait, j'avais presque 9 ans. Après il a fallu rattraper tout ce retard. Heureusement nous avions des enseignants intelligents qui nous ont fait sauter les classes. Parce qu'en fait, il faut dire que notre mère, au Paris, nous apprenait le minimum, c'est-à-dire lire, écrire, compter, voilà, des choses comme ça. Après, donc, l'école primaire, c'est l'internat au lycée de la ville, c'est-à-dire au collège d'abord, parce que ça a été longtemps un collège pour le Lorraine, l'unique collège public. Et en première, j'ai voulu entrer dans la vie active parce que je sais que c'est ce que souhaitaient mes parents, enfin en tout cas mon père. Et finalement, les études étaient plus, je ne dirais pas que les études étaient plus fortes. Et j'ai pu donc, par le biais de l'église évangélique, obtenir une bourse d'études pour venir terminer le secondaire au lycée de jeunes filles de Montpellier. Et puis c'était à Montpellier que j'allais faire mes études supérieures en espagnol, à la fac de lettres de Montpellier. Alors j'ai vécu jusqu'à 18 ans passés à Tahiti. Longtemps, je ne savais pas qui j'étais. Je dis longtemps quand j'étais à l'école, quand j'étais adolescente. Un jour, notre instituteur avait parlé, c'était ainsi que les cours se passaient, dans cours d'histoire, de géographie, en classe de CM1 ou CM2 plutôt. Et il parlait des races, humaines. Et en ce temps-là, alors, il y avait des photos sur les murs de la classe, la race noire, la race jaune, la race blanche. Et puis il y avait les Papous et il n'y avait pas les Polynésiens. Mais c'est lui qui nous dit, bien, nous Tahitiens, nous faisons partie d'une race qui n'est ni blanche, ni noire, ni jaune. Et du fait qu'il y a beaucoup de métissage aussi. Et donc des demi, comme on dit. Et là, je me dis, alors donc, il dit, bon, on va voir dans la classe à quel groupe racial, chacun peut être attaché, quoi, de par les traits physiologiques. Et moi, je me disais, à quel groupe j'appartiens? Moi, je n'en sais rien du tout. Ouais.
Et en fait, c'est lui-même qui avait dit toi, métissage, etc. Et là, je rentre chez moi et je pose la question à ma tante comment se fait-il que nous sommes des demi et pas. Parce que moi, j'étais tahitienne, je ne parlais que tahitien. J'ai été punie à l'école pour avoir parlé tahitien. Voilà. Et l'école, quand on débarque du Paris, on ne parle que tahitien, ça a été difficile, parce que je ne comprenais pas tout ce qui se disait à l'école primaire. Au lycée, ça va se poursuivre un petit peu, au premier cycle. Quand j'arrive en France, le choc, ce sont les Français qui vont me renvoyer à moi-même. Voilà. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Ils ne savent même pas quand je viens de Tahiti. Ils sont incapables de placer où est l'île de Tahiti. On m'a placé à Haïti, en Algérie, enfin partout. Avec les questions qui m'étaient posées par rapport à la culture, à la société, à l'histoire, je me rendais compte que je n'avais pas les réponses qu'ils attendaient. Et que donc j'avais un grand vide là à combler, une ignorance à effacer, à dépasser, à gommer. Et en même temps, c'est la prise de conscience qu'on n'est pas tout à fait français, pas tout à fait considéré comme français par les Français, et qu'en fait, on est tahitien et que l'on n'a pas pensé à être vraiment, à travailler notre identité tahitienne. Et en même temps, dans ce temps-là, comme jusqu'à présent, j'ai toujours considéré que la société polynésienne était coupée en deux, était divisée en deux. Il y a peu de gens qui le disent, qui en parlent ainsi, mais je le dis et le répète. Il y avait d'un côté les demi, les métropolitains de la ville, et dès qu'on sort de la ville, de la zone urbaine, eh bien, ce sont les Tahitiens, avec leur monde de vie, avec leur langue, leur tradition, etc. Et alors, imaginez, moi, je suis tout au bout de l'île. Pour cette question donc, de l'identité, il y avait d'un côté les demi, qui en France, je parle des étudiants, je reviens quand nous étions jeunes à Montpellier, vont se sentir eux aussi, vont faire l'expérience que j'ai vécue. Je pense que tous ceux d'outre-mer ont été confrontés à cette expérience. Et ceux-là qui, en Polynésie, étaient considérés comme des demi ou des Français, vont affirmer leur tahitianité, c'est-à-dire leur identité polynésienne. Et moi, je vais me trouver confrontée à cela. Qu'est-ce qui se passe dans la société au niveau des membres des jeunes? Et donc, lorsque je rentrerai en Polynésie, ça fera l'objet d'une partie des écrits d'un rapport qui me sera demandé par l'UNESCO en 1976-77 pour parler de cette question de l'identité. Et c'est aussi l'objet des écrits du premier recueil que j'ai publié en 1980, des textes des années 74-75, Humeur, où je voudrais revenir chez moi et redevenir ce que j'étais, la nature, en tout cas où j'écrivais que, alors non seulement pendant 7 ans, en France, on change au contact des autres, on apprend, on change. Et au retour, ma mère se rendra compte de ce changement. Donc j'écrivais que chez moi, ma mère ne m'a pas reconnue. Et il y avait un fossé entre nous. Et que donc c'est pas elle qui pouvait faire passer d'un bord à l'autre, c'était à moi à traverser le fossé, à descendre au fond du fossé qui est en fait mon fond fondamental, ma ressource, ma culture, et autrement dit d'aller travailler au niveau des anciens orateurs, la langue, les discours, les 10 anciens, la poésie. Avant de partir de Tahiti, je me suis à ma mère au moment où on fait ma valise, elle me dit quand tu seras en France, tu m'écriras uniquement en tahitien. Parce que si tu m'écris en français, je ne comprendrai pas. Et effectivement, j'avais vraiment pris à cœur, mis un point d'honneur à écrire régulièrement, mais même à raconter toutes mes expériences. Ma mère, en m'obligeant à écrire en tahitien, m'a aidé à enraciner ma langue. Et c'est à partir de cette mémoire que j'écris les poèmes, bien sûr augmentés par
la connaissance que je vais apprendre des anciens orateurs, puisque dès mon retour en Polynésie en 68, je vais retourner à ce que j'appelle à l'école des anciens pour combler ce vide auquel j'ai été confrontée en France, qui fait de moi quelqu'un qui aujourd'hui écrit depuis 1976 des poèmes traditionnels de toutes les formes, de tous les genres traditionnels en tahitien et en français des poèmes libres. La mémoire est importante pour les Polynésiens. La mémoire qui pour les gens, derrière le mot mémoire, il y a histoire et mémoire. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'histoire, on a tendance à le penser uniquement en termes occidentaux. C'est-à-dire que pour nous, à ce moment-là, l'histoire aurait commencé à partir de l'arrivée des Occidentaux, depuis les revendications sur le plan linguistique et culturel, et puis depuis la création de l'établissement de l'Université du Pacifique Sud. Donc il y a des recherches, enfin, on commence à interroger les gens du pays sur sur leurs origines, sur leur culture ancestrale. Et eux se rendent compte qu'il n'y a rien d'écrit et ils sont obligés d'aller chercher dans les écrits des auteurs exotiques ou des navigateurs des éléments qui disent comment était la société avant. Et c'est pourquoi nous avons lancé au niveau des auteurs polynésiens cette revue Littéra Maori afin de d'archiver les pensées des gens d'aujourd'hui qui serviront aux générations à venir. C'est-à-dire qu'il n'est plus à aller chercher dans les livres des étrangers ce qu'il en est de la société polynésienne.